Bonjour à tous, c'est Dorian et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mes objectifs d'investissement pour 2023, année durant laquelle je compte bien profiter de la faiblesse de nombreux actifs et de la récession qu'on pourrait avoir pour investir encore plus. Je vais vous parler des dangers et opportunités que l'on risque d'avoir en 2023 si on a une récession et de mes objectifs d'investissement que je compte atteindre pour en profiter. Je vous invite à regarder la vidéo pour en savoir plus et n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même m'envoyer un DM par exemple sur Instagram si vous avez des questions ou des conseils à partager. Tout en passant sur mon écran, je tiens aussi à préciser que je fais avant tout cette vidéo pour moi-même, car elle me permet en fait d'enregistrer dans le temps mes objectifs et pourquoi j'ai pris certaines décisions plus que d'autres. Donc si je répète des choses que j'ai déjà pu dire dans d'autres vidéos auparavant, n'hésitez pas à utiliser le sommaire en description pour passer au prochain chapitre. Comme d'habitude, j'ai créé un mind map avec toutes les choses que je veux aborder. Je vous montrerai aussi quelques graphiques en début de vidéo, notamment en parlant de la possible récession. D'ailleurs, il y a déjà eu des débats là-dessus, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, on a bien eu 2 trimestres de PIB négatifs, et donc on l'a peut-être déjà un petit peu été, mais on risque certainement de l'être en 2023. En tout cas, c'est les prévisions de beaucoup d'analystes économiques. Alors, tout d'abord, il faut bien comprendre que le prix des actifs a déjà commencé à baisser. Le S&P 500 a beaucoup baissé en 2022 et pourrait continuer en 2023, le Nasdaq, globalement tous les marchés boursiers, et on a aussi un début de baisse sur l'immobilier. Alors, il faut bien comprendre en fait que si pas mal d'actifs baissent, c'est tout simplement parce que la marge de sécurité par rapport à ce qu'on appelle le risk-free rate, qui est en fait tout simplement les rendements des obligations d'État, eh bien, il baisse. Cette marge de sécurité, elle baisse. Donc, les actifs sont moins rentables puisqu'on peut gagner plus d'argent en prenant zéro risque sur des obligations. Et donc, forcément, eh ben, il faut que le prix des actifs baisse pour augmenter les rendements de ces actifs en comparaison par exemple d'une obligation américaine ou française ou d'un pays européen. Et ça c'est assez flagrant si je vous montre par exemple sur une action comme Apple, eh ben, on se rend compte si vous voyez la courbe en bleu clair en bas, ça c'est les obligations à 10 ans aux États-Unis. Et donc on voit qu'en 2020, si on achetait une obligation, on touchait 0,6, 0,5%, et aujourd'hui si on achète cette obligation, on va être pas loin de 4% par an. Et donc si vous êtes à 4% par an sur une obligation, eh ben, il va falloir qu'une action elle vous donne beaucoup plus de 4% sur votre argent que vous investissez, sinon autant acheter une obligation. Et là on le voit d'ailleurs que justement, si vous prenez ici Apple au niveau du rendement sur les profits, donc les earnings, ou le rendement sur le free cash flow, ce sont deux rendements qu'on peut regarder, la courbe rouge et la courbe bleu foncé, eh ben, on se rend compte que aussi eux ils ont monté. Et ça c'est flagrant sur le graphique. Si vous regardez, on va aller par exemple il y a un an vers janvier-décembre 2021, donc ici voilà, on voit qu'on était autour de 3,3-3,4%, et aujourd'hui on est à plus de 5%, voire 5,6% pour le rendement sur free cash flow. Et c'est logique, l'action Apple a baissé en bourse, et en plus elle a continué à avoir des meilleurs résultats et plus de free cash flow. Mais c'est assez cohérent en fait, il faut que les rendements restent plus hauts, parce que sinon c'est plus intéressant d'acheter les obligations. Et ces rendements, je vous les montre assez rarement, parce que généralement je préfère vous montrer le PI ou le PER en français, et le price to free cash flow. Mais en fait, il y a une relation directe entre les deux. Si vous prenez 1 divisé par le PI, eh bien vous allez trouver le rendement sur les profits. Et si vous prenez 1 divisé par le free cash flow, eh bien vous allez trouver le rendement sur free cash flow. Et c'est flagrant ici si je rajoute ces deux courbes. Vous voyez là si on va au bout. Et si on prend 1 divisé par 17, eh bien on va retrouver le 5,858. Vous pouvez essayer à la calculette. Donc en fait, ces deux valeurs sont liées. C'est pour ça que généralement je vous montre soit l'une, soit l'autre. Donc continuons sur la vidéo. Il faut bien comprendre du coup que en fait si les obligations montent, c'est tout simplement parce que les taux directeurs des États sont plus élevés, et ils font ça avant tout pour combattre l'inflation, mais en montant ces taux, eh bien, ils ralentissent l'économie, d'où la possibilité d'une récession. Il y a évidemment aussi des externalités, notamment le coût de l'énergie, le coût de l'alimentation, qui sont des marchés mondiaux et qui ont assez peu à voir avec ce que peut contrôler une banque centrale. Donc oui, tout est lié, c'est assez compliqué comme modèle et personne ne peut vraiment l'expliquer, c'est de l'économie. Il y a des gens qui passent leur vie à essayer d'expliquer ça. Mais globalement, si vous allez voir les taux directeurs ici, par exemple, sur la zone euro, on voit qu'on est monté de 0 à 2,25 en moins de 2 ans. Et si on prend les États-Unis de la même façon, entre mai et décembre, donc même en moins d'un an, on est passé de 0,5 voire 0,25 il y a un an en février à aujourd'hui plus de 4. Donc forcément les taux ont explosé. Ici on est sur des augmentations en plusieurs centaines de pourcents, puisque si vous partez de moins de 1 et que vous montez à 4, certes on peut se dire que c'est plus que 3 points, mais en fait en pourcentage d'augmentation c'est énorme. Et donc forcément ça fait énormément ralentir la consommation, l'économie. Ça va aussi clairement ralentir l'inflation, puisque on n'a plus d'argent pour investir, et donc forcément les entreprises elles vont se protéger, elles vont licencier, les gens ont moins de pouvoir d'achat, et ça crée tout simplement une récession.
Point suivant, je voudrais parler de la capacité d'épargne. Donc là, le Personal Saving Rate, c'est une donnée qui est donnée aux États-Unis et en fait, ça vous donne tout simplement la capacité que les personnes ont à avoir de l'argent à investir, donc ou à économiser tout simplement. Et donc, bon, globalement, si vous regardez ici jusqu'avant 2020, on était autour, allez, entre 5 et 10% globalement depuis la grosse crise de 2010, fin de 2008, 2009, 2010, vous voyez. Et là, pendant le Covid, vu qu'il y a des chèques qui ont été faits, etc., il y a des personnes qui ont pu économiser, et encore ça, c'est une moyenne, donc c'est toutes les personnes qui ont pu économiser de 10, 15, voire même 20% de leurs revenus pour soit l'investir, soit l'épargner. Et là, si vous regardez, eh bien, depuis 2021, ça a complètement tombé. Et si je zoome un petit peu là, ici avec le graphique, on voit qu'aujourd'hui, les personnes, à la fin du mois, il leur reste en gros 2% pour investir. Donc forcément, quand vous avez la population, donc tout ce qui est retail, en fait, c'est pas les institutions, mais tous les retail investors, donc nous, et ben vous voyez qu'en fait, par rapport à il y a un an et demi, on a beaucoup moins d'argent à mettre sur les marchés ou à économiser, à mettre sur un livret, etc. Et donc forcément, ça c'est tout simplement lié à l'inflation. Les gens, ils dépensent plus d'argent pour vivre, donc ils ont moins d'argent. Il y a aussi beaucoup moins de stimulation dans l'économie, moins d'argent injecté, et donc forcément moins d'argent à mettre en bourse et les marchés. Il y a moins de pression acheteuse, l'offre et la demande, donc il y a une baisse des actifs. Et donc ça m'amène à dire tout simplement que, il va être beaucoup plus facile de trouver des bonnes affaires en récession. Évidemment, il est toujours possible de trouver une bonne affaire, mais là, en 2023, et d'ailleurs ça se voit déjà sur les indices, vous avez beaucoup d'actions qui, globalement, coûtent moins cher par rapport à leurs résultats qu'à l'époque. Vous prenez même d'ailleurs tout le S&P 500, des fois je vous montre les graphiques qui viennent de Yardeni Research, et vous voyez que tout ce qui est price to sales, PER, prix to free cash flow, en gros tous les ratios classiques, si vous prenez sur les 500 entreprises du S&P 500, eh bien globalement, le S&P 500 coûte moins cher, puisque les prix des actions baissent beaucoup plus vite que les résultats des entreprises. Et ça, c'est en prévision évidemment que les résultats pourraient baisser en récession, mais globalement, pour moi, c'est une période dans laquelle il faut être prêt, et si on s'est préparé, on va pouvoir payer des actifs beaucoup moins chers, et donc à prix équivalent, enfin argent investi équivalent, on va pouvoir acheter beaucoup plus d'actifs. Et ça me permet du coup de passer sur la deuxième partie de la vidéo, quels sont mes objectifs d'investissement, et comment je vais faire pour investir au maximum, sachant que pour moi, on va rentrer dans une période qui va être excellente pour investir. Donc pour moi, la première partie avant tout, c'est d'être prêt à pouvoir investir. Et ça d'ailleurs, ça fait plus d'un an que je le répète dans les vidéos, se préparer, multiplier ses revenus, apprendre à tenir un budget, tout simplement apprendre les finances personnelles pour le jour où ça arrive, être capable d'avoir des gros apports d'argent pour tout simplement investir. Donc je vais passer assez rapidement parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais globalement consolider ses sources de revenus, être sûr que celles qu'on a déjà ne vont pas disparaître, et puis ensuite s'en créer des nouvelles. Augmenter sa capacité d'épargne. Donc être capable de savoir tenir un budget, renégocier ses contrats, renégocier ses dépenses de la vie courante, et peut-être aussi un petit peu se serrer la ceinture. Là c'est ce que je dis, c'est maîtriser son budget. Moi je voyage toujours, je me fais toujours plaisir, je suis persuadé qu'il ne faut pas attendre 40 ans avant de commencer à profiter, surtout quand on est jeune, clairement il faut y aller, il faut apprendre, il faut profiter, il faut se faire plaisir, mais aussi maîtriser son budget. Et par exemple, moi je serais tout à fait capable de décaler une grosse dépense, peut-être, je sais pas, sur une nouvelle moto, j'aime la moto, ou sur un nouveau véhicule, et je serais capable d'enlever des grosses dépenses, ou une nouvelle télé, un nouvel ordi, etc., pour profiter vraiment si on a un gros crack. Évidemment, ça ne veut pas dire que je n'achèterai pas plus tard, mais je suis prêt personnellement à sacrifier des petites choses si ça me permet de préparer mon futur. Encore une fois, c'est un équilibre, je l'ai mis un petit peu plus bas, à trouver entre le bien vivre, vivre le moment présent, mais aussi préparer son avenir. Et ça d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que j'appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'une dépense faite à 100% aujourd'hui, disons on met 1000 euros dans je ne sais quoi, quelque chose qui nous fait plaisir, mais quelque chose qu'on aurait pu reporter ou qui nous fait plaisir, mais pas tant que ça, c'est peut-être plus au final pour quelque chose qui vient dans l'ego et non pas dans le plaisir. Enfin bref, je suis pas là à faire du développement personnel, mais au final, peut-être que ces 1000 euros, si on les mettait au bon moment investis, ils vont nous faire beaucoup plus plaisir dans le futur, ils vont peut-être aussi nous protéger, nous enlever une épine du pied quand on aura un problème parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et donc, des fois, il faut aussi penser au retour sur investissement futur de l'argent qu'on est en train de dépenser en ce moment sur des choses qu'on pourrait peut-être considérer futiles. Après voilà, je suis pas là pour faire du développement personnel, mais j'aime toujours quand je fais une grosse dépense me dire est-ce que c'est bien que je fasse cette grosse dépense ou est-ce qu'il ne faudrait pas que je la décale un petit peu dans le temps pour justement me faire encore plus plaisir plus tard. Et enfin la dernière partie pour moi où il faut être prêt, il faut avoir une stratégie d'investissement. C'est-à-dire qu'il faut savoir sur quel type d'actifs on veut investir, avoir déjà commencé à investir dedans, par exemple dans le passé en faisant du DCA, c'est-à-dire que moi très clairement, si ça baisse, on va en voir juste après, je sais déjà sur quoi j'investis et je le fais déjà, donc ça va pas être très dur d'accélérer, de mettre encore plus.
Il faut aussi acheter en maîtrisant ses risques sur différentes classes d'actifs et différents secteurs. C'est-à-dire que clairement, ne pas mettre tout son argent sur une action ou un groupe d'actifs, pas mettre tout son argent sur juste des actions, juste de l'or, juste des ETF, juste de l'immobilier. Personnellement, j'aime diversifier et se concentrer sur le retour sur investissement sur le long terme. C'est-à-dire se poser la question, j'achète ça maintenant, combien en pourcentage je vais recevoir l'année prochaine, l'année d'après, l'année d'après. C'est-à-dire qu'investir dans une entreprise, de la même façon, on cherche à savoir combien on va gagner chaque année sur les 10 prochaines années, de la même façon que si vous achetez un appartement et que vous le mettez en location, quels vont être les loyers chaque année et quel va être le retour sur investissement. Au final, la démarche, c'est toujours la même. Quel va être mon retour sur investissement sur le long terme? Et il faut s'être formé à tout ça pour ne pas faire d'erreur au moment où les opportunités arriveront. Passons maintenant au point suivant, mes investissements pour 2023. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais continuer à faire du DCA sur mes ETF et mes actions que je connais déjà pour la plupart et sur lesquelles je continue à investir. Donc le DCA, c'est de mettre une somme d'argent la même tous les mois. Ça, c'est ce que je fais sur les ETF et sur les actions aussi. J'ai un budget que chaque mois, je répartis sur différentes actions en fonction de celles que je trouve les plus intéressantes en ce moment. Ensuite, historiquement, il faut bien se dire qu'il est intéressant d'investir durant les récessions sur le long terme. Et d'ailleurs, je ne parle pas ici que d'actions, on va parler d'ailleurs après, vous voyez, d'immobilier. Et évidemment, ce que je dis, je mettrai des pincettes, c'est-à-dire que c'est tout le temps intéressant d'investir en bourse si c'est pour le très long terme. Mais j'aime à me le dire quand même, parce que même si je fais déjà du DCA et que j'investis même quand ça va pas bien, même quand ça va bien, plutôt comme en 2021, la bourse était au plus haut, j'ai quand même investi. J'aurais peut-être pas dû, mais personne ne peut connaître le futur, donc je n'ai pas de regret à l'avoir fait. Mais ça me motive. Quand je vois toute la bourse baisser, etc., en fait, j'ai envie de mettre les bouchées doubles. Et c'est ce que j'essaie de vous dire dans cette vidéo. 2023, ça va être une année où je vais essayer d'investir plus que ce que j'ai investi l'année d'avant pour encore me battre, me mettre des challenges et tout le temps avoir plus de revenus pour pouvoir investir plus. Ensuite, je n'hésiterai pas non plus, je pense, selon l'évolution du marché, à peut-être réorganiser, prendre des plus-values dans mon portefeuille, parce que je me rends compte d'un truc, c'est que en cas de récession, si j'ai une très très grosse conviction qui baisse et qui ne représente pas assez d'argent investi, par exemple ici typiquement je pense à Microsoft. Microsoft ne pèse pas assez dans mon portefeuille, si l'entreprise vient à dégringoler en bourse, je vais investir beaucoup dessus je pense, beaucoup par rapport à ma taille bien sûr. Mais voilà, donc j'hésiterai pas à le faire et il se pourrait très bien que je fasse des petits arbitrages, tout simplement aussi parce que j'ai 25 actions en portefeuille et c'est un petit peu le plus que je peux gérer honnêtement. Et donc si je pouvais redescendre sous les 20, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas le cas, je conserve mon portefeuille, mais si je vois des énormes opportunités que je pense ne pas pouvoir manquer, je n'hésiterai pas à me concentrer sur mes plus grosses convictions. Enfin, on va parler d'immobilier. Alors, les taux remontent en Europe, on vient de le voir ici, et donc les crédits vont coûter plus cher. Quand vous irez à la banque pour emprunter de l'argent pour acheter de l'immobilier, ça va coûter plus cher. Et donc, les marchés ayant d'ailleurs déjà commencé à baisser, par exemple à Paris, dans certaines grandes villes, je suis persuadé, et c'est pour ça que j'ai du cash de côté, on en parle juste après, je pense qu'il pourrait avoir des opportunités. Et là, de la même façon qu'un investissement dans une entreprise, si on voit un bien immobilier avec un rendement très bon, parce qu'on peut négocier le prix à cause de ce qui se passe en ce moment, qu'il n'y a plus beaucoup d'acheteurs, que l'argent coûte plus cher, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est-à-dire que si je peux faire du 8, 9, 10% brut, comme je pourrais le faire sur une entreprise, mais dans l'immobilier, en plus avec l'argent de la banque, je n'hésiterai pas à le faire. Je ne l'ai pas fait en 2022 parce que je n'ai pas trouvé de bonnes affaires. 2023 sera peut-être l'année, on ne peut pas prévoir le futur. Et enfin, dernier point, comme d'habitude, je vais continuer à faire du DCA en crypto et autres cryptos, etc. Ce sont des petites sommes, j'en parle jamais sur la chaîne YouTube, tout simplement parce que on parle pas beaucoup de crypto ici, et puis c'est quand même des sujets qui sont vraiment portés à débat. Déjà, quand je parle d'une action comme Facebook ou comme Tesla dans les commentaires, on voit de suite que c'est des trucs un petit peu plus... c'est des actions qui laissent pas indifférent, on va dire. Alors si je commence à parler de crypto, on va pas en avoir fini, et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Cependant, je crois dans la technologie, et je continuerai en 2023 à mettre des petites sommes d'argent par rapport au reste, tous les mois, le premier ou le deuxième du mois, sans me poser de questions. Passons maintenant du coup à ma position en cash, comme je vous le disais. Donc actuellement, pour vous donner une idée, je suis à 24% en cash, ce qui me fait d'ailleurs parler d'un objectif qui va être d'investir mensuellement plus que l'année 2022. Et honnêtement, vu cette position en cash et sachant combien j'ai investi en 2022, je pense que je vais atteindre l'objectif. C'est-à-dire que si je baisse fortement en cash, si on a un gros crack et que du coup je redescends à peut-être 5 ou 10% de cash, sachant qu'ici ça exclut mon fonds de sécurité,
globalement, je pense exploser mon objectif en termes d'argent total investi et j'investirai plus qu'en 2022. Ce ne sera pas que en bourse, il se pourrait d'ailleurs que ce soit assez peu en bourse, mais beaucoup plus peut-être dans l'immobilier. Mais voilà, j'ai du cash, je suis prêt et je conserve ce cash élevé volontairement. Je sais qu'il souffre de l'inflation, mais en même temps, quand on voit que le marché est vendeur, etc., je ne veux pas mettre plus qu'à mon habitude. Donc je DCA des montants, mais si vraiment il y avait une baisse, je pourrais investir plus qu'à mon habitude. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Mon cash reste assez élevé et je suis prêt à saisir des opportunités. Je continue cependant à investir tous les mois comme d'habitude et je suis prêt. Je n'hésiterai pas à faire feu si je vois un gros revirement dans la situation. Par exemple, imaginons que j'ai validé de l'immobilier, que j'ai acheté un bien et que il me reste du cash parce que j'ai réussi à faire un financement à 110% et que j'ai pas eu à faire d'apport. Et là, je peux très bien aller mettre d'un coup 10% de mon cash en bourse, tout simplement parce que j'ai plus besoin d'autant de cash pour préparer une opération immobilière. Pareil, si je vois un revirement de la politique monétaire plus favorable, clairement les banques centrales qui disent qu'ils arrêtent d'augmenter les taux, voire qu'ils les rebaissent en peut-être fin 2023, début 2024, on ne sait pas, ou si je vois vraiment la fin de la récession et que les marchés ont marqué un bottom et qu'ils reprennent 15-20% et que techniquement on est globalement reparti, ou des bonnes nouvelles géopolitiques, et bien dans ce cas-là, je pourrais aussi massivement aller mettre du cash sur les marchés, et c'est pour ça justement que j'en garde de côté. Et donc le dernier point dont on n'a pas encore parlé, c'est tout simplement la chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si c'est un objectif ou pas, mais je tenais à vous en parler. Donc tout d'abord, je vais continuer à faire des vidéos comme vous me demandez. D'ailleurs, souvent vous me demandez des analyses d'actions précises. Sachez que je les note toutes. Après, je ne les fais pas toutes parce que des fois, je ne comprends pas bien l'entreprise moi-même. Et donc, si je la comprends pas, je ne vais pas en parler parce que je ne me sentirai pas à l'aise. Alors des fois, je donne des avis rapides, mais pour une analyse complète, il faut vraiment que ce soit un business qui m'intéresse, que je pourrais peut-être moi-même acheter. Mais n'hésitez pas à continuer à me les envoyer, surtout que souvent, je prends 5 minutes pour regarder rapidement sur Finviz, vous dire ce que j'en pense, ou des fois, je vous dis, écoute, je comprends pas le business model, et dans ce cas-là, j'ai rien à dire. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'échanger. Et d'ailleurs, des fois, vous me donnez des idées. La dernière fois, par exemple, on m'avait parlé de Airbnb, que j'ai trouvé très intéressant. Donc franchement, c'est intéressant de parler, et la chaîne YouTube m'aide énormément pour ça. Elle m'aide d'ailleurs aussi parce que justement, vu que je fais des vidéos, je sais pourquoi j'ai acheté telle chose et je me souviens du passé et ça me permet d'apprendre 10 fois plus vite parce que je peux plus me mentir à moi-même, tout est enregistré. Ensuite, j'aimerais aussi monter en qualité sur certaines vidéos. Celle du dimanche, des fois, je fais un petit peu plus de montage, peut-être revenir sur un peu plus de montage, un peu plus de facecam et un petit peu moins filmer mon écran. Cependant, les deux fonctionnent bien, mais c'est plus aussi un désir personnel, peut-être de faire un petit peu plus de script et d'être moins dans l'improvisation. Donc on verra, rien de garanti, mais j'y pense. Je vais continuer à parler un petit peu plus de développement personnel et d'augmentation de ses revenus, tout simplement parce que ça me passionne, les finances personnelles. Et vous l'avez remarqué, c'est assez cyclique. Quand on est sur les résultats d'entreprise tous les trimestres, pendant 3 semaines, je fais pratiquement que des vidéos d'action parce qu'il y a tous les résultats qui sortent. Et quand on est dans le creux de la vague, donc là par exemple ça va être fin janvier, début février, puis sûrement qu'en mars et en avril il y aura moins d'actions à parler, je vais peut-être refaire des sujets un petit peu plus développement personnel, un petit peu d'immobilier, etc. Ça m'intéresse et il faut aussi que je fasse des vidéos qui me plaisent parce que sinon j'aurais plus envie de continuer la chaîne. Et enfin le dernier objectif ce serait pourquoi pas de passer les 5000 abonnés. On est déjà plus de 3000, je pense que c'est tout à fait atteignable. Cependant clairement il y a des moments dans l'année où YouTube ça marche plus ou moins bien. Là clairement entre la récession, les fêtes de Noël, le fait que la bourse baisse et en plus même au niveau publicitaire, etc., on voit qu'il y a moins de vues et en plus il y a moins de revenus par mille, c'est-à-dire qu'en gros on voit que c'est la récession, les publicitaires sont en train de clairement ralentir les budgets, ça se ressent quand vous êtes dans l'analytique de Google, ce qu'on a accès quand vous avez une chaîne YouTube. Donc on verra, je pense que c'est tout à fait faisable, je l'espère, c'est un objectif que je me fixe, mais c'est pas fait encore, donc voilà. Je vais me battre, continuer à faire de la qualité pour qu'on y arrive. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mes objectifs d'investissement en 2023. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre aussi sur Instagram pour du contenu différent. Si vous êtes intéressé par l'investissement en bourse, je vous invite à aller voir la vidéo d'1 heure que j'avais fait sur l'introduction à l'investissement en bourse qui est en description et j'ai eu pas mal de retours positifs dessus. C'est une vidéo qui vraiment reprend les bases, je vous explique pourquoi j'investis sur le long terme. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous découvrez la bourse. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.